Bienvenue sur la chaîne Monsieur Mystique Horror Stories, où nous révélons les secrets les plus sombres que cache le monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans le cauchemar des paquebots de luxe, ces lieux où les rêves de vacances paradisiaques se transforment en enfer. Vous pensez connaître les croisières? Soleil, cocktail, insouciance? Oubliez ça. Derrière les parois de ces hôtels flottants se cachent des disparitions sans trace, des fantômes de noyés, des épidémies transformant les passagers en zombies, et des crimes qui ne seront jamais élucidés. Ici, les lois ne s'appliquent pas, et l'aide peut se trouver à des milliers de kilomètres. Aujourd'hui, vous allez entendre des récits réels de passagers et de membres d'équipage qui ont été confrontés à ce qui ne devrait pas exister. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe quand le paradis se transforme en piège? Ne regardez pas cette vidéo la nuit. C'est parti. Histoire 1. La disparition en pleine mer. Liam travaillait comme officier adjoint de sécurité à bord de l'Oceanic Majesty depuis 3 ans. En ce temps, il avait tout vu, des passagers ivres titubant dans les couloirs à 4 heures du matin, des vols mineurs dans les cabines, des urgences médicales nécessitant un détour. Mais rien dans sa formation ni son expérience ne l'avait préparé à ce qu'il allait découvrir un mardi matin en apparence ordinaire, au milieu de la mer des Caraïbes. L'Oceanic Majesty était une ville flottante, l'un des plus grands paquebots de luxe au monde, capable de transporter plus de 4000 passagers et 1500 membres d'équipage. Il disposait de 10 restaurants, 3 piscines, un mur d'escalade et une patinoire. Pour la plupart des passagers, c'était le voyage d'une vie. Pour Liam, c'était simplement son lieu de travail, un navire massif nécessitant une surveillance constante pour assurer la sécurité de tous à bord. Son service cette nuit-là avait été routinier. Il l'avait passé dans le bureau de sécurité, une pièce sans fenêtre enfouie dans les entrailles du navire, surveillant des dizaines d'écrans affichant les flux en direct des caméras réparties dans tout le bateau. Les heures de nuit étaient généralement calmes, la plupart des passagers dormant dans leur cabine, seuls quelques insomniaques traînant au casino ou au buffet 24h24 du pont 12. À 6h15 du matin, alors que le soleil commençait à se lever sur l'immensité de l'océan, un homme en état de panique fit irruption dans le bureau de sécurité. Il haletait, le visage rouge, les yeux écarquillés par une panique qui semblait authentique. L'homme se présenta comme Noah, un passager de la cabine 723, côté tribord. Il voyageait avec sa femme, expliqua-t-il, et elle avait disparu pendant la nuit. Liam activa immédiatement le protocole de personnes disparues. Il demanda à Noah quand il avait vu sa femme pour la dernière fois, ce qu'elle portait, s'ils avaient eu une dispute ou si elle avait mentionné se sentir malade. Noah affirma s'être endormi vers minuit et s'être réveillé à 6 heures pour constater l'absence de sa femme. Elle n'était ni dans la salle de bain, ni sur le balcon, ni nulle part dans la cabine. Il avait vérifié les ponts et couloirs voisins, mais n'avait trouvé aucune trace d'elle. Quelque chose dans l'attitude de Noah frappa Liam comme étrange. L'homme semblait agité, certes, mais il y avait une dimension théâtrale dans sa détresse qui éveilla les instincts de Liam. Au fil des années, il avait développé un sens aigu pour détecter quand les gens ne disaient pas toute la vérité. Les yeux de Noah parcouraient la pièce trop souvent. Ses mains tremblaient, mais pas de la manière habituelle de quelqu'un effrayé. C'était plutôt le tremblement de l'adrénaline, celui qui suit un effort physique intense. Liam rassura Noah en lui promettant qu'il retrouverait sa femme et lui demanda de retourner dans sa cabine pendant que la sécurité effectuait une recherche approfondie. Dès que Noah quitta le bureau, Liam commença à examiner les enregistrements des caméras de la nuit précédente, en commençant par celle près de la cabine 723 et des couloirs environnants. Pendant la première heure de visionnage, rien d'anormal. Des passagers passaient de temps en temps, se dirigeant vers ou revenant des ascenseurs. À 23h47, Noah et sa femme étaient retournés dans leur cabine, probablement pour la nuit. Ils semblaient discuter, bien que les caméras n'aient pas de son. Le langage corporel de la femme suggérait qu'elle était fatiguée et prête à dormir. Puis, à 3h15 du matin, le couple réapparut dans le couloir. Cette fois, leur interaction était radicalement différente. La femme portait la même robe que plus tôt et semblait essayer de s'éloigner de Noah, qui ne cessait de lui attraper le bras. Ils se dirigèrent vers l'arrière du navire, traversant plusieurs zones couvertes par les caméras. Liam observait attentivement, un sentiment de malaise grandissant dans son estomac. Les images les montraient atteignant le pont arrière, une zone extérieure à l'arrière du navire, généralement déserte pendant les heures de nuit. Ici, l'angle de la caméra était moins idéal, positionné en hauteur et à distance pour couvrir une large zone plutôt que de se concentrer sur des détails spécifiques. Mais Liam pouvait voir assez.
Il voyait Noah et sa femme près de la rambarde. Il voyait ce qui semblait être une dispute, bien que leur visage soit partiellement obscurci. Il voyait Noah attraper le poignet de sa femme quand elle essayait de s'éloigner. Puis, à 3h28 précisément, les images montraient Noah debout seul près de la rambarde. Sa femme n'était plus visible dans le cadre. Liam sentit sa bouche devenir sèche. Il rembobina les images et les regarda à nouveau, plus attentivement cette fois, notant chaque détail. À 3h27 et 40 secondes, Noah et sa femme étaient visibles, près de la rambarde. À 3h28 et 10 secondes, seul Noah restait. La transition s'était produite pendant un bref moment où les deux silhouettes étaient positionnées de manière à rendre difficile la vision exacte de ce qui s'était passé. Mais l'implication était claire et terrifiante. Liam passa à la caméra qui surveillait l'eau à l'arrière du navire. Une caméra spécialisée conçue pour détecter toute personne ou objet tombant à l'eau. Les images de cette caméra étaient granuleuses et difficiles à interpréter, montrant surtout l'obscurité et le sillage turbulent du navire massif. Mais à 3h31 du matin, il y avait une petite perturbation dans l'eau, une minuscule éclaboussure à peine perceptible contre l'arrière-plan du système de propulsion énorme du navire. Cela aurait pu être n'importe quoi. Un débris, un gros poisson, ou cela aurait pu être une personne heurtant l'eau et immédiatement emportée par le puissant courant créé par le mouvement du navire. Les mains de Liam tremblaient maintenant alors qu'il continuait à examiner les images. À 3h33 du matin, Noah réapparut sur une caméra intérieure, marchant dans un couloir du pont 7. Liam zooma autant que la résolution le permettait. La poche droite de Noah semblait nettement plus lourde qu'auparavant, s'affaissant sous le poids de quelque chose de substantiel. Peut-être le téléphone portable de sa femme, ou ses bijoux, ou les deux. L'officier de sécurité se sentit malade. Il avait déjà vu des vols, même des agressions. Mais cela était bien plus sombre. Il continua à suivre les mouvements de Noah à travers le navire. L'homme se rendit au buffet du pont 10, se versa une tasse de café et s'assit à une table près de la fenêtre, regardant l'océan sombre. Il y resta près d'une heure avant de retourner dans sa cabine à 4h45 du matin. Liam contacta immédiatement son supérieur et le capitaine. En quelques minutes, l'équipe de sécurité senior du navire s'était rassemblée dans le bureau pour examiner les images. Tout le monde arriva à la même conclusion sinistre. Quelque chose était arrivé à la femme de Noah près de la rambarde arrière, et il semblait que Noah avait été la seule autre personne présente. Le protocole du navire pour une personne à la mer fut activé immédiatement. Le capitaine ordonna au navire de faire demi-tour et de retraverser sa route. Bien que tout le monde dans le bureau de sécurité sache que les chances de retrouver quelqu'un tombé à l'eau plus de 3 heures plus tôt étaient pratiquement nulles. L'océan était vaste et sombre, et un corps humain serait presque impossible à localiser, même en plein jour, et encore moins dans l'obscurité avant l'aube. Une recherche massive fut organisée dans tout le navire. Chaque zone publique fut vérifiée. Chaque membre d'équipage fut interrogé. Des annonces furent faites par le système de haut-parleurs, demandant aux passagers de signaler toute observation de la femme disparue. Sa photo fut affichée sur les écrans du navire. Le personnel de sécurité frappa aux portes des cabines du pont 7, demandant si quelqu'un avait vu ou entendu quelque chose d'insolite pendant la nuit. Noah participa à la recherche avec ce qui semblait être une détresse sincère. Il erra sur les ponts, appelant le nom de sa femme. Il s'effondra en larmes devant d'autres passagers. Il coopéra pleinement avec la sécurité, répondant à toutes les questions, leur permettant de fouiller sa cabine, fournissant les informations de sa femme pour les rapports officiels. Pour quiconque ne connaissait pas les images des caméras, il semblait être un mari dévasté dont la femme avait mystérieusement disparu. Mais Liam savait mieux. Il avait regardé les images une douzaine de fois. Il avait vu la manière dont Noah s'était positionné entre sa femme et le reste du pont. Il avait vu le contact physique. Il avait vu le moment où elle avait disparu du cadre. Et, pire que tout, il avait remarqué quelque chose qui lui glaça le sang. En examinant plus attentivement les images du pont arrière, Liam réalisa que les 4 anneaux de sauvetage normalement fixés à la rambarde arrière manquaient. Ces dispositifs de flottaison orange vif étaient conçus pour être jetés à quiconque tombait à l'eau, et ils étaient censés être solidement fixés à la rambarde. Mais dans les images de 3h15, les supports de fixation étaient vides. Quelqu'un avait enlevé les anneaux de sauvetage avant que Noah et sa femme n'arrivent à cet endroit. Liam rapporta cette découverte à son supérieur, qui envoya immédiatement des membres d'équipage vérifier le pont arrière. Ils trouvèrent les 4 anneaux de sauvetage cachés dans un placard de stockage à proximité, un endroit auquel seuls les membres d'équipage étaient censés avoir accès.
Bien que Liam sache que des passagers déterminés pouvaient parfois obtenir des clés d'équipage par divers moyens, les implications étaient effrayantes. Cela n'avait pas été un acte spontané. Quelqu'un avait délibérément enlevé l'équipement de sécurité de cette section de la rambarde, éliminant toute chance de sauvetage si quelqu'un tombait à l'eau. Cela suggérait une préméditation. Cela suggérait un meurtre. La garde côtière fut informée et lança sa propre opération de recherche, envoyant des avions et des navires pour ratisser la zone où la femme était probablement tombée. Mais au fil des heures, sans signe d'elle, l'espoir s'évanouit. L'océan l'avait englouti, et son corps ne serait probablement jamais retrouvé. Pendant ce temps, Liam continua son enquête. Quelque chose le tracassait chez Noah, au-delà du simple soupçon éveillé par les images des caméras. Il décida de se pencher sur le passé de Noah et son historique de voyage. En utilisant la base de données des passagers du navire, il découvrit quelque chose qui lui glaça le sang. C'était le 3e cruise de Noah en 2 ans. En soi, ce n'était pas inhabituel. Beaucoup de gens aimaient les croisières et faisaient plusieurs voyages. Mais ce qui était inhabituel, c'était que Noah avait été accompagné d'une compagne féminine différente à chaque voyage. Le premier voyage, 14 mois plus tôt, avait été avec une femme nommée Sarah. Le deuxième voyage, 8 mois plus tôt, avait été avec une femme nommée Jennifer. Et ce voyage avait été avec la femme qui semblait maintenant morte. Liam creusa plus profondément, accédant aux informations limitées disponibles dans les dossiers des passagers. Sarah et Jennifer avaient également été portées disparues lors de leurs croisières respectives avec Noah. Les 2 incidents s'étaient produits en eaux internationales. Les 2 cas avaient été enquêtés par la sécurité du navire et signalés aux autorités compétentes, mais aucun n'avait abouti à des accusations ou des arrestations. Les corps des 2 femmes n'avaient jamais été retrouvés. Le schéma était indéniable et absolument glaçant. Noah voyageait sur des croisières de luxe avec des femmes. Et ces femmes disparaissaient par-dessus bord dans des circonstances mystérieuses. 3 voyages, 3 compagnes disparues, 3 corps perdus dans l'océan. Liam compila toutes ces informations et les présenta au capitaine et à l'équipe de sécurité senior. Ils furent horrifiés, mais aussi frustrés. Le navire se trouvait actuellement en eaux internationales, ce qui compliquait considérablement la question de la juridiction. De plus, les images des caméras, bien que très suspectes, ne montraient pas clairement Noah poussant sa femme par-dessus bord. Un avocat de la défense pourrait soutenir qu'elle avait sauté ou était tombée accidentellement alors que Noah essayait de l'en empêcher. Sans corps, sans témoins, sans audio de leur conversation, il serait extrêmement difficile de construire un dossier susceptible de mener à des poursuites. Le navire continua sa route vers son prochain port d'escale, Fort Lauderdale, en Floride. Le plan était de remettre Noah au FBI dès que le navire accosterait dans les eaux américaines. Les agents fédéraux l'interrogeraient et décideraient s'il y avait suffisamment de preuves pour l'inculper d'un crime. Mais en attendant, Noah restait un homme libre, se promenant sur les ponts du navire, mangeant au buffet, assistant même au spectacle du soir au théâtre. Liam trouvait cela insupportable. Il observait Noah sur les caméras de sécurité, le voyant rire avec d'autres passagers, exprimer sa gratitude aux membres d'équipage qui lui présentaient leurs condoléances pour sa femme disparue. Cet homme était un monstre. Liam en était certain. Pourtant, il portait le masque d'un mari en deuil avec une habileté dérangeante. Quand l'Oceanic Majesty accosta enfin à Fort Lauderdale, 6 jours après la disparition de la femme, des agents du FBI attendaient sur le quai. Ils escortèrent Noah hors du navire et l'emmenèrent dans leur bureau local pour un interrogatoire. Liam leur remit des copies de toutes les images de sécurité et leur expliqua ses découvertes concernant les 2 voyages précédents et les compagnes disparues. Mais quelques semaines plus tard, Liam apprit que Noah avait été libéré. Le FBI n'avait pas assez de preuves pour l'inculper de meurtre. Les cas précédents étaient en cours de réexamen, mais sans corps, sans preuve définitive de jeu malsain, le système judiciaire était impuissant. Noah marchait libre, disparaissant dans l'immensité de l'Amérique, probablement pour planifier sa prochaine croisière avec sa prochaine victime. Liam quitta son poste sur l'Oceanic Majesty. 3 mois plus tard, il ne pouvait plus continuer à travailler dans un environnement où il avait été témoin de ce qu'il était certain d'être un meurtre et n'avait pas pu empêcher le coupable d'échapper à la justice. Les images le hantaient encore. Cette petite éclaboussure dans l'eau sombre à 3h31 du matin. Une vie de femme s'éteignant dans l'Atlantique froid tandis que son meurtrier se tenait sur le pont au-dessus, planifiant déjà son alibi. L'océan garde ses secrets, et parfois, les gens qui naviguent sur ses flots aussi. Histoire 2. Le navire maudit.
Ethan attendait ses vacances depuis des mois. Après une année épuisante à travailler 60 heures par semaine comme développeur logiciel à Seattle, il avait désespérément besoin de s'échapper des réunions interminables, des délais écrasants et du temps gris du Pacifique Nord-Ouest qui semblait s'infiltrer dans ses os. Une croisière de 7 jours dans les Caraïbes semblait être la fuite parfaite, du soleil, de l'eau chaude, des escales exotiques, et surtout, pas d'ordinateur portable ni de service téléphonique une fois le navire en mer. Ce serait exactement ce dont il avait besoin. Le paquebot était magnifique, un chef-d'œuvre moderne d'ingénierie qui s'étendait sur près de 4 terrains de football de long et s'élevait à 16 étages au-dessus de la ligne de flottaison. Le navire pouvait accueillir plus de 3000 passagers et 1200 membres d'équipage, ce qui en faisait l'un des plus grands navires navigants actuellement dans les Caraïbes. La cabine d'Ethan était située sur le pont Neuf, une chambre intérieure confortable sans fenêtre, mais avec assez d'espace pour ses bagages et un lit décent. Il ne prévoyait pas de passer beaucoup de temps dans la cabine de toute façon. Le navire offrait trop d'attractions pour gaspiller du temps à dormir. Les 2 premiers jours furent tout ce qu'Ethan avait espéré. Il passa ses matinées à se prélasser près de la piscine avec un livre qu'il voulait lire depuis des mois. Ses après-midi à explorer les différents restaurants et bars du navire, et ses soirées à regarder des spectacles de production époustouflants dans le théâtre principal. Le navire fit sa première escale à Cozumel, au Mexique, où Ethan fit de la plongée en apnée dans une eau cristalline et mangea du ceviche frais dans un restaurant en bord de plage. La vie était bonne. La vie était parfaite. Le 3e matin, alors qu'Ethan terminait son petit déjeuner au buffet du pont 12, une annonce retentit dans le système de haut-parleurs du navire. La voix du capitaine était calme et professionnelle, le genre de ton exercé conçu pour transmettre des informations sans provoquer d'alarme. Il informait les passagers que l'équipe médicale du navire avait identifié plusieurs cas de maladies gastro-intestinales parmi les passagers et l'équipage. Par mesure de précaution, des protocoles de nettoyage renforcés étaient mis en place dans tout le navire. Les passagers étaient encouragés à se laver les mains fréquemment et à se rendre au centre médical s'ils présentaient des symptômes de nausées, de vomissements ou de diarrhée. Ethan ressentit une légère inquiétude, mais l'écarta rapidement. Les épidémies de norovirus sur les navires de croisière n'étaient pas rares. Il en avait lu avant de réserver son voyage. La maladie était désagréable, mais passait généralement vite, et les compagnies de croisière étaient généralement très efficaces pour contenir la propagation. Il prit une note mentale de faire plus attention à l'hygiène des mains et continua sa journée. Cependant, en soirée, la situation s'était clairement détériorée. Ethan remarqua que plusieurs restaurants avaient été fermés avec des panneaux indiquant qu'ils subissaient un nettoyage en profondeur. Le buffet était toujours ouvert, mais les membres de l'équipage, portant des gants en plastique, servaient désormais toute la nourriture au lieu de laisser les passagers se servir eux-mêmes. Des stations de désinfectants pour les mains avaient été installées tous les quelques mètres dans tout le navire, et des membres de l'équipage se tenaient à chaque entrée des zones de restauration, appliquant du désinfectant sur les mains des passagers, qu'ils le veuillent ou non. Le bulletin quotidien du navire, livré dans chaque cabine chaque soir, contenait une mise à jour du capitaine. Le nombre de cas de maladie signalés avait augmenté à 73 passagers et 12 membres d'équipage. Toutes les personnes affectées étaient confinées dans leur cabine et traitées par l'équipe médicale. Le navire ne ferait pas escale à Grand Cayman le lendemain comme prévu. Au lieu de cela, il resterait en mer pour éviter la propagation potentielle de la maladie à la population de l'île. Ethan sentit son anxiété augmenter. 73 cas semblaient beaucoup, bien qu'il essaya de se rappeler qu'avec plus de 3000 passagers à bord, c'était encore un pourcentage relativement faible. Il se coucha ce soir-là, espérant que la situation s'améliorerait d'ici le matin. Elle ne s'améliora pas. Elle empirait de manière exponentielle. Le 4e jour commença par une autre annonce du capitaine. Le nombre de passagers malades avait explosé pendant la nuit, dépassant les 400. La situation était passée d'une petite épidémie à une crise majeure. Les CDC avaient été informés. Le navire ne ferait plus d'escale jusqu'à ce que l'épidémie soit maîtrisée. Et, plus alarmant encore, tous les passagers étaient désormais tenus de rester dans leur cabine, sauf pour des besoins médicaux essentiels. Les repas seraient livrés aux portes des cabines. Toutes les zones publiques étaient fermées. Le navire était mis en quarantaine totale. Le cœur d'Ethan se serra en entendant l'annonce. Il était piégé dans une cabine intérieure sans fenêtre, sans savoir combien de temps ce confinement durerait. En moins d'une heure, des membres de l'équipage passaient de pont en pont, s'assurant que tous les passagers étaient retournés dans leur cabine. Ethan les entendit frapper aux portes dans le couloir, leur voix ferme mais polie alors qu'il instruisait tout le monde de se conformer à l'ordre de confinement.
Le premier jour de confinement fut simplement inconfortable. Ethan avait son livre, son téléphone avec des films téléchargés, et un accès occasionnel au Wi-Fi qui lui permettait d'envoyer de brefs messages à sa famille pour les rassurer sur sa sécurité. La nourriture livrée dans sa cabine était froide et sans inspiration, des sandwichs préemballés et des fruits clairement préparés en masse, mais c'était comestible. Il pouvait entendre d'autres passagers dans les cabines voisines, le son occasionnel de conversation ou de pas, ce qui lui apportait une certaine assurance qu'il n'était pas complètement seul. Mais au deuxième jour de confinement, les sons provenant des cabines voisines avaient changé. Ethan commença à entendre des gens vomir. Les murs étaient assez fins pour qu'il puisse distinguer le son inconfondable de haut le cœur, suivi du bruit de la chasse d'eau, puis de nouveau haut le cœur. Cela semblait provenir de plusieurs cabines autour de lui. La maladie se propageait dans sa section du navire comme une traînée de poudre. L'odeur commença le troisième jour de confinement. Elle était subtile au début, juste une odeur désagréable et légère qu'Ethan remarqua quand il ouvrit la porte de sa cabine pour récupérer son plateau repas. Mais en quelques heures, elle était devenue écrasante, une puanteur nauséabonde de déchets humains et de désinfectants qui imprégnaient tout le couloir. Ethan bourra des serviettes sous sa porte, essayant de bloquer l'odeur, mais elle s'infiltration quand même, rendant sa cabine déjà claustrophobique encore plus insupportable. Il apprit plus tard ce qui se passait grâce à des conversations chuchotées avec d'autres passagers quand ils ouvraient occasionnellement leurs portes pour récupérer les plateaux repas. Le système d'égout du navire défaillait sous la pression de milliers de personnes souffrant simultanément de graves troubles gastro-intestinaux. Les toilettes refoulaient. Les déchets débordaient. L'équipage faisait de son mieux pour nettoyer, mais ils étaient débordés et beaucoup de membres d'équipage étaient malades eux-mêmes. Le navire devenait un cauchemar flottant et il n'y avait aucune échappatoire. Le quatrième jour de confinement, Ethan remarqua que le navire commençait à tanguer plus violemment. Il avait son application météo sur son téléphone et vit qu'un système de tempête tropicale traversait la zone. Sans les systèmes de stabilisation du navire fonctionnant à pleine capacité, ou peut-être parce que l'équipage était trop réduit pour gérer correctement la navigation du navire, le navire massif était ballotté par des vagues de plus en plus grosses. Ethan, qui n'avait jamais été sujet au mal de mer, se sentit nauséeux pour la première fois, bien qu'il ne puisse pas dire si c'était à cause du mouvement du navire, de l'odeur terrible, ou simplement de l'anxiété face à sa situation. La chaleur devenait également insupportable. Ethan réalisa que la climatisation de sa cabine ne fonctionnait plus correctement. La température avait grimpé à ce qui semblait être plus de 32 degrés Celsius, et il n'y avait aucune circulation d'air. Il se déshabilla jusqu'à ses sous-vêtements et s'allongea sur le lit, en sueur et misérable, se demandant comment ses vacances avaient pu tourner à un tel désastre complet. Les livraisons de nourriture devinrent moins fréquentes et de moindre qualité. Au lieu de 3 repas par jour, les passagers recevaient 2 repas. Au lieu de sandwichs et de fruits, ils recevaient des barres protéinées et des crackers. Les bouteilles d'eau étaient rationnées, les membres de l'équipage instruisant les passagers de se limiter à 2 bouteilles par jour. Ethan entendit des rumeurs à travers les murs minces que les réserves de nourriture du navire s'épuisaient parce que l'épidémie avait duré bien plus longtemps que prévu. Le 5e jour de confinement, Ethan entendit quelque chose qui le terrifia plus que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent. Tard dans la nuit, bien après que les lumières du couloir eurent été tamisées, il entendit un mouvement dehors devant sa porte. Il regarda par le judas et vit des membres de l'équipage vêtus de combinaisons de protection complète poussant un brancard dans le couloir. Sur le brancard se trouvait une forme entièrement recouverte d'un drap blanc. Les membres de l'équipage se déplaçaient rapidement et silencieusement, disparaissant au coin du couloir en direction des ascenseurs. Le sang d'Ethan se glaça. Il savait à quoi ressemblait un corps lorsqu'il était transporté. Quelqu'un était mort. Quelqu'un sur son pont, peut-être dans une cabine à quelques mètres de la sienne, était mort de cette maladie ou de complications liées à celle-ci. Il essaya de se dire que ce pouvait être un passager âgé avec des problèmes de santé préexistants, que le norovirus lui-même était rarement mortel, qu'il pouvait y avoir de nombreuses explications. Mais allongé seul dans sa cabine surchauffée, écoutant les sons des malades tout autour de lui, regardant la pièce tanguer et rouler avec la tempête dehors, Ethan ne pouvait empêcher son esprit de sombrer dans des pensées sombres. Et si la maladie était pire que le norovirus ? Et si c'était quelque chose que l'équipe médicale du navire ne pouvait pas traiter ? Et si plus de gens mouraient et que l'équipage ne disait simplement rien aux passagers pour éviter la panique ? Au cours des 2 jours suivants, Ethan vit 3 autres brancards passer devant sa cabine dans la nuit. Il n'était pas le seul à les remarquer. Il pouvait entendre d'autres passagers ouvrir leurs portes, chuchoter entre eux dans le couloir malgré les ordres de confinement, leurs voix tendues par la peur.
Quelqu'un prétendait avoir entendu des membres de l'équipage dire que 9 personnes étaient mortes jusqu'à présent. Quelqu'un d'autre insistait que c'était plus de 20. Personne ne savait quoi croire parce que les annonces officielles du capitaine étaient devenues de plus en plus vagues et peu fréquentes. Le 7e jour de confinement, certains passagers atteignirent leur point de rupture. Ethan entendit des cris provenant de plusieurs ponts en dessous, le son de gens refusant de rester dans leur cabine plus longtemps. Il y avait une agitation qui semblait impliquer des dizaines de personnes, bien qu'Ethan ne puisse l'entendre qu'à travers les murs et le plancher de sa cabine. Il entendit ce qui semblait être du personnel de sécurité essayant de rétablir l'ordre. Il entendit quelqu'un crier qu'il préférerait mourir sur le pont à l'air libre plutôt que de suffoquer dans sa cabine. La rébellion, si c'en était une, ne dura pas longtemps. En moins d'une heure, les couloirs étaient à nouveau silencieux. Ethan n'apprit jamais exactement ce qui s'était passé ou si des passagers avaient réussi à s'échapper de leur cabine. Le silence était d'une certaine manière pire que les cris. Les températures continuaient de grimper. Le thermomètre d'Ethan, qu'il avait apporté pour suivre ses métriques de fitness, indiquait 37 degrés Celsius dans sa cabine. Il buvait son eau rationnée aussi lentement que possible, mais sa bouche était constamment sèche et il avait mal à la tête à cause de la déshydratation. Il avait arrêté de transpirer, ce qu'il savait être un mauvais signe. Ses pensées devenaient floues et déconnectées. Il passait la plupart de son temps allongé immobile sur le lit, essayant de conserver son énergie, essayant de ne pas penser à combien de temps cela pouvait encore durer. Ce qu'Ethan apprit plus tard être le 9e jour de la croisière, 2 jours après la date à laquelle elle aurait dû se terminer, le capitaine fit une annonce qui faillit le faire pleurer de soulagement. Le navire approchait de Fort Everglade à Fort Lauderdale, en Floride. Ils accosteraient dans les 3 heures. Cependant, les passagers ne seraient pas autorisés à débarquer immédiatement. Des responsables des CDC attendaient au port pour évaluer la situation, et tous les passagers devraient être évalués et autorisés avant de pouvoir quitter le navire. Quand Ethan sentit enfin les moteurs du navire s'arrêter et sentit le navire s'immobiliser, il ouvrit la porte de sa cabine pour la première fois depuis des jours et sortit dans le couloir. L'odeur faillit le faire tomber. D'autres passagers émergeaient également de leur cabine, et Ethan fut choqué par leur apparence. Les gens avaient l'air émaciés, pâles, épuisés. Certains étaient soutenus par des membres de leur famille. Tout le monde avait la même expression de regard vide de personnes ayant subi quelque chose de traumatique. Le processus de débarquement fut un cauchemar en soi. Les passagers devaient se rassembler dans le théâtre principal où des membres du personnel des CDC en équipement de protection complet prenaient leur température, leur posaient des questions sur leurs symptômes et faisaient des notes sur des tablettes. Toute personne présentant des signes de maladie était séparée de la population générale et emmenée dans une installation de quarantaine à terre. Ethan regarda des familles se faire déchirer, les membres malades étant emmenés dans des bus tandis que les membres en bonne santé étaient dirigés vers d'autres zones. Il fallut 14 heures à partir du moment où le navire accosta jusqu'à ce qu'Ethan soit finalement autorisé à partir. Il descendit la passerelle sur des jambes tremblantes, portant ses bagages à travers un gantelet de caméras de presse et de journalistes qui documentaient ce qui était devenu un incident international. Le cours de l'action de la compagnie de croisière s'était effondré. Des poursuites judiciaires étaient déjà engagées. Des auditions au Congrès étaient prévues. Ethan atteignit sa chambre d'hôtel près de l'aéroport et se précipita immédiatement sous la douche, se frottant avec de l'eau aussi chaude qu'il pouvait supporter, essayant de laver le souvenir de ces 9 jours. Mais aucune quantité de savon ne pouvait effacer ce qu'il avait vécu. Les sons des gens malades. L'odeur des égouts et de la peur. Les brancards passant devant sa porte dans la nuit. La chaleur croissante et les réserves qui diminuaient. La réalisation grandissante qu'il était piégé dans une situation hors de son contrôle. Flottant au milieu de l'océan avec des milliers d'autres personnes. Tous à la merci d'un virus qui avait transformé des vacances de luxe en une prison flottante. Il apprit plus tard que le bilan officiel de l'épidémie était de 11 passagers et 2 membres d'équipage morts. La compagnie de croisière contesta ces chiffres, affirmant que certains des décès étaient dus à des conditions préexistantes et non directement attribuables à l'épidémie de norovirus. Cela n'avait pas d'importance pour Ethan. Il avait vu ces brancards. Il savait ce qu'il avait vécu. 6 mois plus tard, Ethan faisait encore des cauchemars d'être piégé dans cette cabine. Il avait développé une anxiété pour les espaces confinés et avait commencé à voir un thérapeute pour l'aider à traiter le traumatisme. Sa famille lui demanda s'il envisagerait un jour de repartir en croisière. La question était absurde. Ethan ne remettrait jamais les pieds sur un navire de croisière aussi longtemps qu'il vivrait. L'océan lui avait semblé si accueillant au début du voyage.
Toute cette belle au bleu scintillant sous le soleil des Caraïbes. Maintenant, quand Ethan pensait à l'océan, il ne voyait que l'isolement et l'impuissance. D'être piégé sur un navire malade sans moyen de s'échapper, regardant l'horizon et sachant que la Terre était quelque part là-bas, mais impossiblement loin. Certaines vacances changent votre vie. Celle-ci avait failli mettre fin à la sienne. Histoire 3. La cabine 412. Mason travaillait dans le service d'entretien ménager du Royal Caribbean Star depuis près de 8 ans, et pendant ce temps, il avait nettoyé des milliers de cabines et entendu d'innombrables histoires de membres d'équipage sur les choses étranges qui se produisaient à bord du vieux navire. Le bateau avait 41 ans, l'un des plus anciens paquebots encore en service régulier. Et comme beaucoup de vieux navires, il s'était forgé une réputation parmi l'équipage d'étranté. La plupart des histoires étaient faciles à écarter. Des membres d'équipage travaillant de longues heures dans les entrailles sans fenêtre du navire, épuisés par des doubles shifts, leurs esprits leur jouant des tours dans les couloirs interminables et identiques. Les sons étranges pouvaient toujours être expliqués par le système de plomberie ancien du navire ou le grincement du métal sous la pression alors que le navire traversait des mers agitées. Mason avait toujours été sceptique face à de tels récits, préférant se concentrer sur son travail et écarter les explications surnaturelles comme le produit d'imagination trop fertile. Mais la cabine 412 était différente. Même Mason, avec tout son scepticisme, ne pouvait ignorer les problèmes persistants associés à cette pièce particulière. La cabine 412 était située sur le 4e pont, dans une section du navire qui abritait des cabines intérieures sans fenêtre ni balcon. C'était l'une des catégories de cabines les plus abordables, populaires auprès des voyageurs soucieux de leur budget et des familles qui prévoyaient de passer la plupart de leur temps à explorer le navire plutôt qu'à rester dans leur chambre. Sur le papier, il n'y avait rien d'insolite dans la cabine 412. Elle était identique en disposition et en ameublement aux autres cabines intérieures du pont. Mais en pratique, elle était devenue une source de plaintes constantes et de demandes de changement de cabine. La première fois que Mason prit au sérieux la réputation de la cabine, ce fut lors d'une réunion du personnel où le superviseur de l'entretien discutait du taux élevé de départ précoce et de demandes de transfert depuis la cabine 412. En seulement 6 mois, 23 groupes de passagers différents avaient demandé à être déplacés dans d'autres cabines, et 6 familles avaient écourté leurs vacances, débarquant au port suivant plutôt que de passer des nuits supplémentaires à bord du navire. C'était un schéma hautement inhabituel qui affectait les scores de satisfaction clients et coûtait de l'argent à la compagnie de croisière en remboursement et compensation. Mason décida d'enquêter sur l'histoire de la cabine 412. En utilisant le système d'enregistrement interne du navire, qui documentait tout, des demandes de maintenance aux plaintes des passagers, il commença à retracer l'histoire de la cabine au fil des années. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. 15 ans plus tôt, lors d'une croisière de repositionnement de Miami à Barcelone, un passager de 73 ans nommé Edward Brennan était mort dans la cabine 412. Selon le rapport médical, il avait subi une crise cardiaque massive dans les premières heures du matin et avait été retrouvé par sa femme vers 6h30 du matin, quand elle s'était réveillée et avait réalisé qu'il ne respirait plus. L'équipe médicale du navire avait tenté une réanimation, mais Edward était mort depuis plusieurs heures au moment où il avait été découvert. Son corps avait été conservé dans la morgue du navire pour le reste du voyage et avait été remis à sa famille lorsque le navire avait atteint Barcelone. La mort en elle-même n'était pas particulièrement inhabituelle. Les navires de croisière, surtout ceux transportant des passagers âgés, connaissaient des urgences médicales et des décès avec une certaine régularité. Mais ce qui attira l'attention de Mason, ce furent les plaintes des passagers qui avaient commencé immédiatement après la mort d'Edward et qui s'étaient poursuivies avec une régularité remarquable depuis lors. Les clients séjournant dans la cabine 412 rapportaient une sensation écrasante d'être observés. Ils décrivaient l'air de la cabine comme anormalement froid. Même lorsque le thermostat était réglé au maximum, ils se plaignaient de leurs affaires déplacées, retrouvant leurs vêtements accrochés dans des positions différentes dans le placard ou leurs articles de toilette réarrangés dans la salle de bain. Plusieurs passagers avaient signalé avoir vu la silhouette d'un homme âgé debout au pied du lit, toujours apparaissant entre 2h et 4h du matin, toujours parfaitement immobile, toujours disparaissant dès que les lumières étaient allumées. Mason trouva des comptes rendus détaillés dans les registres de plainte. Une famille de l'Ohio avait décrit s'être réveillée pour trouver tous les tiroirs de la cabine ouverts, alors qu'ils avaient été fermés lorsqu'ils s'étaient couchés. Un couple d'Angleterre avait rapporté que la télévision s'allumait répétitivement pendant la nuit, se réglant toujours sur la même chaîne montrant le flux de la caméra de la proue du navire. Une voyageuse solo d'Australie avait fui la cabine en pleine nuit, refusant d'y retourner même pour récupérer ses affaires,
affirmant que quelque chose avait touché son visage pendant qu'elle dormait et qu'elle avait senti un souffle sur sa nuque. Les rapports les plus troublants provenaient de passagers qui ne connaissaient pas l'histoire de la cabine. Ils décrivaient l'homme âgé qu'ils avaient vu avec une précision remarquable, une silhouette mince, des cheveux blancs, portant ce qui semblait être un pyjama rayé à l'ancienne. Plusieurs passagers avaient dessiné des croquis de la figure qu'ils avaient rencontrée. Lorsque Mason montra ces croquis à des membres d'équipage qui avaient travaillé sur le navire 15 ans plus tôt, 2 d'entre eux identifièrent immédiatement la figure comme correspondant à l'apparence d'Edward Brennan. Mason décida de visionner les enregistrements des caméras de sécurité dans le couloir à l'extérieur de la cabine 412. Le système de sécurité du navire conservait les enregistrements pendant seulement 30 jours, mais Mason parvint à obtenir des images d'une croisière récente où des passagers avaient déposé des plaintes concernant la cabine. Ce qu'il vit sur ces enregistrements défiait toute explication rationnelle. Les images montraient la porte de la cabine 412 s'ouvrant et se fermant toute seule à plusieurs reprises pendant la nuit. La porte s'ouvrait lentement, restait ouverte pendant exactement 30 secondes, puis se refermait à nouveau, le verrou s'enclenchant malgré l'absence de toute personne visible dans le couloir. Cela se produisait à 3h14 du matin pendant 3 nuits consécutives, toujours exactement à la même heure. Mason visionna les images des dizaines de fois, cherchant toute indication de manipulation ou de dysfonctionnement, mais les mouvements de la porte étaient fluides et délibérés, pas saccadés comme le produirait une panne mécanique. Et le timing était trop précis pour être une coïncidence. Quelque chose faisait que cette porte s'ouvrait à 3h14 chaque matin, et Mason ne trouvait aucune explication logique. Le service de maintenance du navire avait été appelé dans la cabine 412 plus de 40 fois au cours des 5 dernières années pour enquêter sur des problèmes avec les lumières, le thermostat, la télévision, la plomberie et la serrure de la porte. À chaque fois, les techniciens avaient constaté que tous les systèmes fonctionnaient parfaitement. Il n'y avait jamais eu de défaut mécanique pouvant expliquer les problèmes signalés par les passagers. Mason savait qu'il devait vivre l'expérience de la cabine par lui-même s'il voulait comprendre ce qui se passait. Une nuit où la cabine 412 était inoccupée entre 2 croisières, il obtint l'autorisation de son superviseur de passer quelques heures dans la pièce pour ce qu'il présenta à la direction comme une inspection approfondie des problèmes de maintenance potentiels. Il entra dans la cabine à 23h, armé d'un bloc-notes et d'une liste de contrôle d'éléments à examiner. Dès qu'il franchit la porte, il le sentit. La température dans la cabine était nettement plus froide que dans le couloir, malgré le thermostat indiquant 22 degrés Celsius. Mais c'était plus que simplement froid. Il y avait une lourdeur dans l'air, une épaisseur qui rendait la respiration légèrement plus difficile. Mason avait nettoyé des milliers de cabines et n'avait jamais ressenti une telle sensation. Il se força à poursuivre l'inspection, vérifiant les installations de la salle de bain, examinant le placard, testant la télécommande de la télévision. Tout semblait normal, mais la sensation d'être observé devenait plus forte à chaque minute qui passait. Mason se surprit à regarder constamment par-dessus son épaule, s'attendant à voir quelqu'un se tenir derrière lui, bien qu'il sache qu'il était seul dans la cabine. À 3h14 du matin, Mason l'entendit. Un son comme une respiration laborieuse, rauque et tendue, provenant de la zone près du lit. Il se figea, le cœur battant, chaque instinct lui hurlant de quitter immédiatement la cabine. Mais il se força à rester immobile, écoutant attentivement. La respiration continua pendant près d'1 minute, devenant progressivement plus faible jusqu'à s'éteindre dans le silence. Mason alluma toutes les lumières de la cabine et s'approcha du lit. La température dans cette zone spécifique était encore plus froide que dans le reste de la pièce. Il tendit la main vers l'endroit d'où provenait le son de la respiration et sentit un froid si intense qu'il fit mal à ses doigts. C'était comme si l'air lui-même était gelé à cet endroit précis. Puis il le vit. Une silhouette translucide commença à se matérialiser au pied du lit. Elle était indistincte au début, juste une vague forme humaine scintillante dans l'air, comme des vagues de chaleur s'élevant du pavé un jour d'été. Mais en quelques secondes, la silhouette devint plus définie. Un homme âgé, mince et fragile, portant un pyjama rayé, debout parfaitement immobile et regardant directement Mason avec des yeux qui exprimaient une confusion profonde. Mason recula en trébuchant, heurtant la chaise du bureau et manquant de tomber. Sa respiration était courte et saccadée, son esprit rationnel incapable de traiter ce que ses yeux voyaient. La silhouette resta immobile pendant ce qui lui sembla une éternité, mais qui était probablement seulement 10 ou 15 secondes. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle disparut, laissant Mason seul dans la cabine avec son cœur battant à tout rompre et ses mains tremblantes. Il quitta immédiatement la cabine 412 et passa le reste de la nuit dans la salle de repos de l'équipage,
buvant du café et essayant de se convaincre qu'il avait imaginé toute l'expérience. Mais il savait qu'il n'avait pas imaginé cela. Il avait vu le fantôme d'Edward Brennan aussi clairement qu'il avait jamais vu une personne vivante. Le lendemain matin, Mason rencontra le capitaine du navire et le directeur de l'hôtel. Il leur présenta toute la documentation qu'il avait rassemblée, les plaintes des passagers, les rapports de maintenance, les images de sécurité montrant la porte s'ouvrant toute seule. Il leur parla de sa propre expérience dans la cabine, bien qu'il prit soin de présenter les informations de manière aussi factuelle que possible, sachant que parler de fantômes le ferait paraître peu fiable. Le capitaine écouta tout ce que Mason avait à dire, puis prit une décision. La cabine 412 serait officiellement retirée du système de réservation. Elle resterait sur les plans des ponts du navire et continuerait à avoir un numéro de cabine, mais elle ne serait plus jamais vendue aux passagers. La pièce serait utilisée pour le stockage de linge et de fournitures supplémentaires, et les membres de l'équipage n'y entreraient qu'en journée et jamais seuls. Mason fut soulagé par cette décision, bien qu'il sache que ce n'était pas une véritable solution au problème. L'esprit d'Edward Brennan restait dans la cabine 412, piégé ou lié à l'endroit où il était mort, revivant sans fin ces derniers instants où son cœur avait cessé de battre et où il avait pris son dernier souffle. Le fantôme du vieil homme continuerait à ouvrir la porte à 3h14 du matin, continuerait à se tenir au pied du lit où son corps s'était refroidi, continuerait à chercher quelque chose que Mason soupçonnait que même le fantôme lui-même ne se souvenait plus. Le Royal Caribbean Star continua à naviguer sur ses itinéraires habituels, transportant des milliers de passagers vers de magnifiques destinations dans les Caraïbes. Et sur le 4e pont, dans la section des cabines intérieures où les voyageurs soucieux de leur budget dormaient paisiblement, la cabine 412 restait sombre et verrouillée. Sa porte était marquée d'une étiquette de maintenance qui garantissait que personne ne dérangerait accidentellement ceux qui s'y trouvaient. Certaines portes, avait appris Mason, ne devraient jamais être ouvertes. Histoire 4. Les lumières sous-marines. Lucas n'avait jamais été sur un navire de croisière auparavant, et au 3e jour de ses vacances dans les Caraïbes, il était complètement enchanté par l'expérience. Le navire était spectaculaire, un immense resort flottant qui transportait plus de 4000 passagers et offrait plus de restaurants, de bars, de piscines et d'options de divertissement qu'il ne pouvait en explorer en une seule semaine. Le temps avait été parfait. La nourriture était excellente. Et Lucas avait passé ses journées à alterner entre s'allonger près de la piscine avec une boisson fraîche et explorer les différents ports d'escale. La vie ne pouvait pas être meilleure. Cette illusion de perfection se brisa à 5h du matin, au 4e jour. Lucas fut réveillé en sursaut par un son comme il n'en avait jamais entendu auparavant, un bang tonitruant qui semblait provenir du cœur même du navire. Tout le navire trembla violemment et Lucas fut projeté de son lit sur le sol de sa cabine. Les lumières clignotèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement avant que l'éclairage de secours ne s'enclenche, baignant tout dans une lueur rougeâtre inquiétante. Pendant un moment, il y eut un silence absolu. Puis l'alarme se mit à hurler, un sifflement perçant qui fit résonner les oreilles de Lucas. Il se précipita sur ses pieds, le cœur battant, essayant de comprendre ce qui se passait. Le navire semblait anormal. Le bourdonnement constant des moteurs, devenu un bruit de fond au cours des 3 derniers jours, avait disparu, remplacé par un silence troublant, ponctué seulement par l'alarme et le son de voix paniquées dans le couloir à l'extérieur de sa cabine. Lucas attrapa son gilet de sauvetage dans le placard où il avait été rangé et enfila un short et un t-shirt. Ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine lasser ses chaussures. Une voix retentit dans le système de haut-parleurs, le capitaine parlant de ce ton soigneusement contrôlé que les figures d'autorité utilisent lorsqu'elles essaient d'éviter la panique tout en délivrant de mauvaises nouvelles. Tous les passagers devaient se rendre immédiatement à leur poste de rassemblement désigné. Ce n'était pas un exercice. Il y avait eu un incident dans la salle des machines. L'équipage travaillait pour évaluer la situation. Tout le monde devait rester calme et suivre les instructions. Lucas rejoignit le flot de passagers se précipitant dans les couloirs, la plupart d'entre eux en sous-vêtements, serrant leurs gilets de sauvetage, leurs visages reflétant la même peur qu'ils ressentaient. Le navire penchait légèrement d'un côté et marcher nécessitait un effort pour maintenir l'équilibre. Ils se dirigèrent vers le poste de rassemblement, une grande zone de réunion sur l'un des ponts extérieurs où ils avaient été instruits de se rassembler lors de l'exercice de sécurité obligatoire le premier jour de la croisière. Quand Lucas atteignit son poste de rassemblement, il vit de la fumée. Une épaisse fumée noire s'échappait de l'arrière du navire, s'élevant dans le ciel de l'aube. L'odeur de carburant brûlé et de plastique fondu emplissait l'air, âcre et étouffante. D'autres passagers pointaient du doigt et prenaient des photos avec leur téléphone,
bien que Lucas remarqua qu'il n'y avait pas de service cellulaire aussi loin en mer. L'ampleur de leur isolement le frappa comme un coup physique. Ils étaient au milieu des Caraïbes, à des heures de la Terre, sur un navire qui était clairement en feu. Les membres de l'équipage au poste de rassemblement faisaient de leur mieux pour maintenir l'ordre, effectuant des appels et s'assurant que tout le monde était présent. Ils distribuaient des gilets de sauvetage supplémentaires à ceux qui avaient oublié les leurs dans la panique. Un officier supérieur s'adressa aux passagers rassemblés, expliquant qu'il y avait eu une explosion dans l'une des salles des machines et qu'un incendie s'était déclaré. Les systèmes de suppression d'incendie étaient activés et l'équipage travaillait pour contenir le brasier. Tous les passagers devaient rester à leur poste de rassemblement jusqu'à nouvel ordre. Les heures passèrent. Le soleil se leva, révélant toute l'étendue de leur situation. Le navire était complètement à la dérive, flottant sans puissance, dérivant avec le courant. Les stabilisateurs qui maintenaient normalement le navire stable ne fonctionnaient pas. Et au fur et à mesure que la matinée avançait, le navire commença à tanguer plus violemment dans les vagues. Les passagers qui n'avaient jamais connu le mal de mer commençaient à être malades, se penchant par-dessus les rambardes ou s'effondrant en tas misérables sur le pont. Vers la mi-matinée, le capitaine fit une autre annonce. L'incendie dans la salle des machines avait été éteint, mais les dégâts étaient considérables. Les 2 moteurs principaux étaient hors service. Le navire n'avait ni propulsion ni capacité de génération d'électricité. Il travaillait à redémarrer les générateurs de secours pour rétablir une puissance électrique minimale, mais cela prendrait du temps. La garde côtière avait été informée et des opérations de sauvetage étaient en cours de coordination. Quand l'électricité ne revint pas dans l'après-midi, Lucas commença à réaliser à quel point leur situation était désespérée. La climatisation dans tout le navire ne fonctionnait pas. La température à l'intérieur du navire commença à monter rapidement alors que le soleil des Caraïbes tapait sur la coque métallique. En quelques heures, l'intérieur du navire était devenu un four. Les passagers abandonnèrent leur cabine et se rassemblèrent sur les ponts ouverts, cherchant tout soulagement de la chaleur oppressante. Lucas regarda le thermomètre de sa montre grimper au-dessus de 35 degrés Celsius, puis 38 degrés Celsius, puis plus. La situation alimentaire devint évidente à l'heure du dîner. Sans électricité, les systèmes de réfrigération massive du navire ne fonctionnaient pas. Des milliers de livres de nourriture se gâtaient rapidement dans la chaleur. L'équipage distribua ce qu'il pouvait, des articles non périssables comme des crackers et des barres granola, mais ce n'était pas près de suffire pour nourrir 4000 personnes. Lucas reçut une seule barre protéinée et une bouteille d'eau pour le dîner. On lui dit de rationner l'eau soigneusement, car les systèmes de dessalement qui fournissaient normalement de l'eau douce au navire étaient également hors service. À la fin de la première journée sans électricité, les toilettes cessèrent de fonctionner. Le système de plomberie du navire nécessitait de l'électricité pour fonctionner. Et sans elle, les déchets commençaient à refouler dans tout le navire. Les passagers furent instruits d'utiliser des zones désignées des ponts inférieurs, où les membres de l'équipage distribuaient de grands sacs en plastique pour les déchets humains. La dignité des vacances s'était complètement évaporée, remplacée par la réalité sinistre de la survie. Lucas passa cette première nuit sur un pont ouvert, incapable de dormir dans sa cabine, devenue insupportablement chaude et commençant à sentir mauvais alors que la plomberie tombait en panne. Il était allongé sur une chaise longue, regardant les étoiles, écoutant le son des enfants qui pleuraient et des adultes qui se disputaient. Le rêve d'une croisière de luxe s'était transformé en un cauchemar de chaleur, de soif et de désespoir croissant. Le 2e jour à la dérive fut pire. La chaleur était impitoyable, et les gens commençaient à montrer des signes de déshydratation. Les urgences médicales augmentaient. Lucas vit des membres de l'équipage se précipiter à travers la foule avec des trousses de premiers secours, s'occupant de passagers qui s'étaient effondrés. Le centre médical du navire était submergé de cas d'épuisement dus à la chaleur, de déshydratation et de blessures de personnes tombant alors que le navire continuait à tanguer et à rouler dans les vagues. Les sacs de déchets humains s'entassaient dans les couloirs des ponts inférieurs. L'odeur était devenue insupportable, imprégnant chaque partie du navire. Lucas noua un t-shirt sur son nez et sa bouche, mais cela fit peu pour bloquer la puanteur. Il vit des passagers se battre pour la nourriture et l'eau limitée qui était distribuée. Le vernis de la civilisation se fissurait sous la pression de la situation. Le 3e jour, Lucas remarqua quelque chose d'étrange. Il était debout près de la rambarde tard dans la nuit, incapable de dormir, quand il vit des lumières dans l'eau. Ce n'étaient pas des reflets normaux ou de la bioluminescence. Ces lumières étaient des motifs géométriques structurés qui se déplaçaient sous la surface en formation synchronisée. Elles semblaient suivre le navire, restant à une distance constante,
pulsant avec un rythme qui semblait presque délibéré. Il les montra à d'autres passagers à proximité, et plusieurs confirmèrent qu'ils pouvaient aussi voir les lumières. Quelqu'un suggéra qu'il pourrait s'agir de sous-marins, mais les motifs étaient trop inhabituels pour tout sous-marin que Lucas avait jamais entendu parler. Les lumières se regroupaient, puis s'écartaient, formant des formes qui ne ressemblaient à rien de naturel ou d'ingénierie humaine. Elles restèrent visibles pendant près d'une heure avant de disparaître soudainement, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. La nuit suivante, les lumières revinrent. Cette fois, encore plus de passagers furent témoins du phénomène. Quelqu'un affirma avoir enregistré une vidéo sur son téléphone, bien que sans moyen de la télécharger ou de la partager au-delà du navire, les images restèrent confinées à un seul appareil. Les lumières semblaient encercler le navire, restant à une profondeur d'environ 15 à 30 mètres sous la surface. Leur comportement était trop organisé, trop intentionnel pour être un phénomène naturel auquel Lucas pouvait penser. Le 4e jour, lorsqu'un hélicoptère de la garde côtière survola enfin pour évaluer la situation, Lucas regarda plusieurs passagers pointer frénétiquement vers l'eau, essayant d'attirer l'attention des pilotes vers l'endroit où les lumières avaient été. Mais en pleine lumière du jour, il n'y avait rien de visible sous les vagues. L'équipage de l'hélicoptère photographia le navire et partit, probablement pour faire un rapport sur les conditions et coordonner les efforts de sauvetage. Les remorqueurs arrivèrent le 5e jour. 2 navires massifs qui approchaient du nord-est. Tout le navire explosa en acclamations quand les passagers les aperçurent à l'horizon. Enfin, ils allaient être secourus. Enfin, ce calvaire allait prendre fin. Mais le soulagement fut de courte durée. Alors que les remorqueurs tentaient de fixer les câbles de remorquage au navire de croisière, l'un des câbles massifs se brisa sous la tension, fouettant en arrière avec assez de force pour endommager la superstructure du remorqueur. L'opération dut être suspendue pendant que l'équipage du remorqueur effectuait des réparations. Lucas sentit le désespoir s'abattre sur lui comme un poids physique. Ils étaient si proches du sauvetage, et pourtant, ils restaient piégés sur cette prison flottante, entourée par l'océan sans fin. Les lumières réapparurent cette nuit-là, et Lucas se surprit à se demander s'il y avait un lien entre les phénomènes sous-marins étranges et la panne catastrophique du navire. Cela semblait impossible. Pourtant, le timing était trop coïncident pour être complètement ignoré. Le 6e jour, les remorqueurs réussirent enfin à fixer des câbles de remorquage sécurisés, et le long voyage vers le port le plus proche commença. Le navire de croisière se déplaçait à une vitesse agonisante, peut-être 8 km/h, tiré par les remorqueurs en difficulté. Lucas calcula qu'il faudrait au moins une autre journée complète pour atteindre la terre. Il n'était pas sûr de pouvoir endurer une autre journée dans ces conditions. Ses lèvres étaient gercées par la déshydratation malgré l'eau rationnée. Sa peau était brûlée par le soleil impitoyable. Il avait perdu du poids et se sentait faible et désorienté. Quand le navire atteignit enfin le port le 7e jour, les passagers se précipitèrent presque hors des passerelles. Le personnel médical attendait pour traiter les cas les plus graves de déshydratation et d'épuisement dû à la chaleur. Des équipes de presse filmaient tout, documentant ce qui était décrit comme l'un des pires désastres de navires de croisière de l'histoire récente. Lucas descendit la passerelle, ses jambes à peine capables de supporter son poids. Dans les suites de l'incident, les enquêteurs examinèrent le navire et conclurent que l'incendie du moteur avait été causé par une panne mécanique catastrophique. Mais Lucas savait qu'il y avait plus à l'histoire. Il avait vu ces lumières, et des dizaines d'autres passagers aussi. Ce qui avait encerclé le navire dans l'obscurité restait un mystère qui entrait Lucas pour le reste de sa vie. Certaines expériences ne peuvent pas être expliquées, seulement endurées, et certaines questions valent mieux ne pas être posées. Histoire 5, le dernier voyage de Henry. Henry Morrison avait travaillé pendant 43 ans comme comptable pour une entreprise de taille moyenne à Des Moines, dans l'Iowa. Il avait élevé 3 enfants avec sa femme Margaret, remboursé leur modeste maison et soigneusement économisé pour sa retraite. Quand il soumit enfin ses papiers de retraite à 75 ans, le rêve de sa vie était à portée de main. Lui et Margaret allaient faire une croisière dans les Caraïbes, quelque chose dont ils parlaient depuis des décennies, mais qu'ils n'avaient jamais vraiment pu se permettre en élevant leur famille et en envoyant leurs enfants à l'université. Ils réservèrent une croisière de 14 jours au départ de Fort Lauderdale, avec des escales à la Jamaïque, Grand Cayman, Cozumel et Belize. Le navire était l'un des plus récents de la flotte de la compagnie de croisière, capable de transporter 3500 passagers et offrant chaque commodité que Henry et Margaret pouvaient imaginer. Ils choisirent une cabine avec balcon sur le 8e pont, se faisant plaisir avec cette amélioration parce qu'ils voulaient que ce voyage soit parfait.
Le premier jour de la croisière dépassa toutes leurs attentes. Henry et Margaret explorèrent le navire, s'émerveillèrent de la taille du buffet, assistèrent au spectacle de bienvenue à bord dans le théâtre et se tinrent sur leur balcon, regardant la côte de Floride disparaître alors que le navire s'aventurait dans l'Atlantique. Henry se sentait plus en forme et plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. C'était le début de la retraite qu'il avait méritée, et il avait l'intention de savourer chaque instant. Le deuxième soir de la croisière, Henry et Margaret s'habillèrent pour le dîner formel dans la salle à manger principale. Ils avaient été assis à une table avec 3 autres couples, tous retraités comme eux. La conversation coula facilement alors qu'ils profitaient d'un repas de 5 plats. Henry commanda le rôti de bœuf cuit saignant et le déclara le meilleur qu'il ait jamais goûté. Margaret rit de son enthousiasme, lui rappelant qu'il disait la même chose de chaque repas qu'il mangeait en vacances. Après le dîner, ils assistèrent à un spectacle de magie dans le théâtre, puis firent une promenade sur le pont Promenade, profitant de l'air chaud des Caraïbes et de la vue des étoiles reflétées sur l'eau noire. Henry sentit une légère oppression dans sa poitrine en marchant, mais il l'écarta comme le résultat d'avoir trop mangé au dîner. Ils retournèrent dans leur cabine vers 22h30 et se préparèrent pour le lit. Margaret se réveilla à 2h15 du matin pour aller aux toilettes. Quand elle revint au lit, elle remarqua que Henry respirait étrangement, produisant un son rauque à chaque inspiration. Elle alluma la lumière et vit que son visage était gris, ses lèvres teintées de bleu. Elle le secouait, l'appelant par son nom, mais il ne répondit pas. Margaret courut vers le téléphone de la cabine et composa le 0 pour l'opérateur, hurlant que son mari avait besoin d'aide immédiatement. En moins de 3 minutes, on frappa violemment à la porte de la cabine. 2 membres du personnel médical se précipitèrent avec une valise roulante d'équipement d'urgence. Ils commencèrent à travailler sur Henry, vérifiant son pouls, sa respiration, ses pupilles. L'un d'eux commença les compressions thoraciques tandis que l'autre préparait un défibrillateur. Margaret se tenait dans un coin de la cabine, les mains pressées contre sa bouche, les regardant essayer de sauver son mari. Elle entendit l'un d'eux dire quelque chose à propos de fibrillation ventriculaire. Elle entendit le bourdonnement du défibrillateur se chargeant, puis le bruit sourd quand ils choquèrent la poitrine de Henry. Son corps se cambra hors du lit, puis retomba. Le personnel médical vérifia le pouls, n'en trouva aucun, et le choqua à nouveau. Après 20 minutes de tentative de réanimation, l'officier médical en chef prit la décision d'arrêter. Henry était parti. Son cœur avait lâché. Un événement coronaire massif qui l'avait probablement tué en quelques minutes. Il n'y avait rien que quiconque aurait pu faire pour le sauver, même si le navire avait été amarré dans le meilleur hôpital du monde. Le mari de Margaret, après 52 ans de mariage, était mort. L'officier médical lui présenta ses condoléances et expliqua qu'il devait transférer le corps de Henry dans les installations médicales du navire. Margaret regarda, engourdie par le choc, alors qu'il plaçait son mari sur un brancard, le recouvrait d'un drap blanc et le faisait sortir de la cabine. Elle fut laissée seule dans la pièce où, quelques heures plus tôt, elle et Henry riaient du spectacle de magie, faisant des projets pour leur excursion à terre en Jamaïque. Un membre senior de l'équipage arriva 1 heure plus tard pour discuter des arrangements. Margaret avait 2 options. Le navire pouvait débarquer le corps de Henry au prochain port, qui était San Juan, à Porto Rico, arrivant dans 2 jours. Margaret devrait quitter la croisière à ce moment-là et s'occuper du rapatriement du corps de son mari en Iowa, ce qui impliquerait d'engager une maison funéraire locale, de gérer les papiers internationaux et de passer probablement plusieurs jours à Porto Rico à naviguer dans une bureaucratie étrangère. L'alternative était que le corps de Henry reste à bord du navire jusqu'à son retour à Fort Lauderdale dans 12 jours. Le navire disposait d'une morgue conçue spécifiquement pour cette malheureuse mais pas inhabituelle éventualité. Henry serait correctement conservé et pris en charge, et Margaret pourrait débarquer en Floride où sa famille pourrait la rejoindre et où des maisons funéraires américaines pourraient gérer tous les arrangements sans les complications du transport international. Le membre de l'équipage fut persuasif en présentant la deuxième option. Il souligna à quel point ce serait plus facile pour Margaret de tout gérer en Floride. Il mentionna que ses enfants pourraient la rejoindre là-bas. Il fit remarquer qu'elle avait déjà payé pour la croisière et que Henry aurait voulu qu'elle profite du reste du voyage en hommage à sa mémoire. Margaret, submergée par le chagrin et incapable de penser clairement, accepta de laisser le corps de Henry rester à bord du navire. Les 12 jours suivants furent surréalistes. Margaret passa les jours en pilotage automatique, assistant au repas, visitant les ports d'escale, s'asseyant sur son balcon et pleurant en regardant l'océan. D'autres passagers qui apprirent sa perte lui présentèrent leurs condoléances. Le personnel du navire vérifiait quotidiennement qu'elle mangeait et gérait son chagrin.
Plusieurs fois, Margaret demanda si elle pouvait voir le corps de Henry. Mais on lui dit que ce n'était pas possible, que la morgue était une zone restreinte, qu'il serait préférable pour elle de se souvenir de lui tel qu'il était. Quand le navire accosta enfin à Fort Lauderdale, les 3 enfants de Margaret l'attendaient avec un représentant de la maison funéraire qu'ils avaient choisi. Le directeur des pompes funèbres avait organisé la collecte du corps de Henry directement depuis le navire et son transport en Iowa pour les services que Margaret avait planifiés pendant ses longues journées en mer. Mais quand le directeur des pompes funèbres monta à bord du navire pour récupérer le corps, il découvrit quelque chose qui entrait Margaret pour le reste de sa vie. Le corps de Henry n'était pas dans la morgue du navire. La morgue, selon ce que le directeur des pompes funèbres lui dit, était hors service depuis avant le début de la croisière. Au lieu de cela, Henry avait été stocké dans un grand réfrigérateur à boissons dans l'une des zones de stockage inférieures du navire. Son corps avait été placé dans un sac mortuaire en plastique épais et posé sur une palette en bois sur le sol du réfrigérateur, entouré de caisses de bière et de boissons gazeuses attendant d'être transférées dans les bars et restaurants du navire. La température du réfrigérateur était censée être maintenue à environ 4 degrés Celsius, adéquate pour stocker des boissons, mais bien trop chaude pour conserver correctement un corps humain, surtout dans la chaleur tropicale des Caraïbes. Quand le directeur des pompes funèbres accéda à la zone de stockage, le corps de Henry avait été dans une réfrigération inadéquate pendant près de 2 semaines. La décomposition était avancée. Les enfants de Margaret essayèrent de la protéger des détails complets, mais elle exigea de tout savoir. Elle apprit que le corps de son mari avait été stocké dans des conditions normalement réservées à l'inventaire de boissons. Elle apprit que l'équipage du navire savait que la morgue ne fonctionnait pas, mais ne l'avait pas divulgué lorsqu'on lui avait présenté ses options. Elle apprit que les promesses de soins et de stockage appropriés étaient des mensonges conçus pour la garder sur la croisière plutôt que de faire face aux complications de débarquer un corps à Porto Rico. Pire encore, le directeur des pompes funèbres informait la famille qu'une veillée funéraire, que Margaret avait souhaitée et que ses enfants avaient planifiée, n'était plus possible. La décomposition avait été trop sévère. Henry devrait être incinéré ou enterré dans un cercueil scellé. Margaret ne reverrait jamais le visage de son mari une dernière fois pour lui dire adieu. La famille intenta un procès contre la compagnie de croisière, demandant des dommages et intérêts pour négligence, détresse émotionnelle et ce qu'ils qualifièrent de profanation des restes de Henry. Les avocats de la compagnie de croisière répondirent par des motions de rejet, arguant que la société avait agi conformément au droit maritime et qu'elle avait fourni un stockage approprié compte tenu des circonstances. L'affaire traîna pendant 3 ans. Pendant la phase de découverte du procès, les avocats de Margaret obtinrent des photographies de la zone de stockage où le corps de Henry avait été gardé. Les images montraient exactement ce que le directeur des pompes funèbres avait décrit. Un réfrigérateur commercial pour boissons avec des unités d'étagères métalliques empilées de boissons gazeuses, de bière et de jus. Une palette en bois sur le sol. Le sac mortuaire épais contenant les restes de Henry. Des caisses de bière Corona empilées contre le mur à quelques pieds de l'endroit où le corps de son mari gisait. La compagnie de croisière finit par régler l'affaire à l'amiable pour une somme non divulguée, avec un accord de confidentialité empêchant Margaret ou ses enfants de discuter des détails spécifiques du règlement. Mais le mal était fait. Margaret développa un trouble de stress post-traumatique à la suite de cette expérience. Elle faisait des cauchemars sur Henry allongé dans ce réfrigérateur entouré de caisses de bière pendant qu'elle dînait dans la salle à manger au-dessus, complètement ignorante de la manière dont le corps de son mari était traité. Elle apprit de ses avocats que ce n'était pas un incident isolé. Plusieurs navires de croisière avaient été cités pour des installations de morgue inadéquates ou pour avoir stocké de manière inappropriée les corps de passagers décédés. L'industrie maritime avait très peu de réglementation concernant le traitement des restes humains, et les compagnies de croisière priorisaient souvent la commodité opérationnelle sur la dignité des défunts et de leurs familles. Margaret ne se remettrait jamais de cette trahison. Elle avait fait confiance à la compagnie de croisière pour prendre soin du corps de son mari. On lui avait assuré que les protocoles appropriés seraient suivis. Au lieu de cela, le dernier voyage de Henry avait été passé dans un réfrigérateur à boissons, ses restes se décomposant dans une réfrigération inadéquate, tandis que les bars du navire continuaient à servir des boissons stockées à quelques pieds de son corps. La famille organisa un service commémoratif pour Henry plutôt qu'un enterrement traditionnel. Margaret plaça ses cendres dans une urne qui se trouvait maintenant sur sa cheminée, à côté de leurs photos de mariage et des images de leurs 52 années ensemble. Mais chaque fois qu'elle regardait cette urne, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ces 12 jours où elle avait cru que le corps de son mari était traité avec respect et soin, alors qu'en réalité, il avait été stocké comme de la cargaison dans un réfrigérateur conçu pour des boissons. Henry avait travaillé toute sa vie pour cette croisière de retraite.
Il l'avait mérité après des décennies de labeur et de sacrifices. Et à la fin, les vacances qui devaient être l'accomplissement de ses rêves étaient devenues le cadre d'une dernière indignité. Une trahison qui entrait sa veuve pour le reste de ses jours. L'océan avait pris le mari de Margaret. Mais c'était la négligence de la compagnie de croisière qui lui avait volé la chance de dire un dernier adieu.